Je vais parler de ma place pour pouvoir lire mes notes et n'oubliez rien. Enfin, Gilles a dit excellemment beaucoup de choses que j'avais l'intention de dire. Ça me permettra d'abréger un peu. C'est vrai que la première grande candidature présidentielle de Jean-Marie Le Pen, c'est en 1974, 0,74% des suffrages. Qui aurait eu le courage de continuer dans de pareilles circonstances? Quel mouvement politique aurait pu persévérer dans l'être? Et cependant, cela va continuer jusqu'à la percée de 1984 et il a été excellemment rappelé l'apport, et cela continue plus que jamais, du groupe européen, précisément à la vie parlementaire, dans cette instance qui voudrait n'être bien souvent qu'une chambre d'enregistrement au service du politiquement correct. Ce fut un coup de tonnerre dans la vie politique française. Personnellement, je ne risquais pas d'être élu. J'étais le 81e et dernier de liste pour montrer que je n'étais pas venu à la gamelle. Bien. Et en 86, c'est l'élection de 35 députés et l'entrée, puisque l'élection est concomitante avec le conseil, celle des conseils régionaux, l'entrée par conséquent dans la plupart des conseils régionaux de France. Notre groupe va se distinguer par son sérieux, par son assiduité. Nous ne sommes pas là pour des anecdotes, mais je voudrais quand même dire un peu qui faisait partie de ce groupe, sans oublier personne, même des gens avec lesquels nous avons eu des différends, mais nous ne sommes pas les staliniens qui gommons les Tukhachevski ou Trotsky ou les auteurs de la Révolution quand ils ont cessé de nous plaire. Les membres de ce groupe n'avaient pas le même répertoire, mais il ne manquait pas de compétences. Il y avait d'excellents juristes, des avocats éminents comme Georges-Paul Wagner, toujours calme, posé, souriant, développant son argumentation selon une imparable logique. Jacques Perrat, futur sénateur, maire de Nice, dont la belle voix de basse résonnait dans l'hémicycle comme avant dans les cours d'assises. Ronald Perdomo et Jean Roussel du barreau de Marseille, Pierre Sirc de celui de Bordeaux, Pascal Arrigui, ancien conseiller d'État au profil et au maintien d'empereurs romains. Les professions de santé étaient représentées par le docteur François Bachelot, toujours en nœud papillon, l'un de ceux qui nous permirent de révéler les premiers, malgré les cris d'orfraie de l'établissement, l'extrême gravité de la maladie du sida. Nous fûmes conspués, hués, et Jean-Marie Le Pen, auprès duquel je siégeais, m'a dit « Tu verras, un jour, le peuple jettera des pierres à ceux qui nous insultent. » Ils n'ont pas reçu de pierres, mais ils ont dû comparaître devant la Cour de justice de la République qui s'est montrée bien indulgente à leur égard. Il y avait aussi le très bienveillant docteur Erlory de Metz, les chirurgiens dentistes Albert Perron de Cannes, Jacques Bompard, futur maire d'Orange. La compétence n'était pas moindre en matière financière stricto sensu, puisque nous disposions d'experts comptables qualifiés, Christian Bécoute, Pierre Descaves, cependant que d'autres connaissaient parfaitement par expérience le monde des affaires et celui de l'entreprise. Dominique Chaboche, notre vice-président du Front National, Jean-Pierre Chénardy, entrepreneur, mon colistier, Jean-Pierre Revaux, ancien directeur du personnel d'un grand groupe industriel, etc. Le monde de la presse était représenté par Gabriel Domenech, journaliste marseillais respecté, Robert Spiller, toujours aujourd'hui éditorialiste et qui constituait avec Gérard Frolet l'inséparable tandem alsacien. Sans oublier bien sûr la figure de Roger Olinde, qui après les barouds de l'Indochine et de l'Algérie était devenu grand reporter au Figaro Magazine et à Paris Match. Ces empoignades homériques avec le porte-parole du groupe communiste du Colonnet ont résonné longtemps dans l'hémicycle et pendant des années encore, les huissiers m'en parlaient quand je revenais avec nostalgie dans cette maison. La parité n'étant pas encore de mise, notre groupe, je dois dire, c'était sa seule faiblesse, ne comportait qu'une seule femme, Yann Piat, députée du Var, qui devait connaître une fin tragique, assassinée à Hyères. Mais nous avions toutes les tranches d'âge. L'un des benjamins de l'Assemblée, Jean-François Jal, qui devait devenir notre expert en droit électoral, et celui qui, lors de la mandature suivante, en fut le doyen, Édouard Frédéric Dumont, que par dérision, la gauche appelait Dupont des Loges. Dupont des Loges, pourquoi? Parce qu'il avait obtenu la suppression du cordon par lequel les noctambules, quand ils rentraient dans les immeubles bourgeois, à 2h ou 3h du matin, réveillaient les concierges pour leur faire ouvrir la porte. Aujourd'hui, tout cela se fait électroniquement. Cela lui avait valu, inutile de le dire, une grande popularité chez les gardiens d'immeubles. Il repartait en campagne en s'octroyant 48 heures de repos après chaque élection, tant et si bien que l'adage disait « Oh Frédéric,
il mourra à l'Assemblée et après, il ira au Sénat. Voilà. Venant également du CNI, mon ami Michel de Rostelan, président du Cercle Renaissance, auteur de nombreuses propositions de loi que je co-signais avec lui, tendant à renforcer la politique familiale. En dehors des universitaires comme Jean-Claude Martinez et moi-même, la haute fonction publique était aussi représentée par Bruno Maigret, polytechnicien, Jean-Yves Le Gallou, ENA, l'un des animateurs du Club de l'Horloge, qui n'était pas député, mais qui fut, je dois dire, un très efficace secrétaire général du groupe, et Jean-Pierre, bien sûr, encore comme député, Jean-Pierre Stirbois, inlassable animateur de nos fédérations locales, ami chaleureux, militant exceptionnel dont on a rappelé qu'il avait disparu un triste soir de novembre 88, revenant épuisé d'une campagne en Nouvelle-Calédonie. Notre président Jean-Marie Le Pen, bien sûr, que nos adversaires venaient entendre dans l'hémicycle, admirant son talent oratoire, dut-il s'exercer contre eux-mêmes, ce qui, il faut bien le dire, arrivait la plupart du temps. Le groupe mena nombre de combats. Le temps me manque pour tous vous les narrer. Je n'en prendrai simplement que deux. L'un, la défense d'un amendement rédigé par notre collègue Jean-Claude Martinez, professeur de finances publiques, et qui tendait à la suppression de l'abattement de 45% sur l'indemnité parlementaire dont les députés bénéficiaient dans leur impôt sur le revenu. On considérait automatiquement que 45% de l'indemnité constituait des frais professionnels dont ils n'avaient pas à justifier. C'était encore plus confortable que celui des journalistes, qui, à ma connaissance, n'a pas disparu et qui, lui, est toujours de 30%. Je le signale. Je ne suis pas sûr de faire beaucoup d'amis dans la presse. Toujours est-il que ces 45% n'étaient pas nécessairement en eux-mêmes abusifs, parce que c'est vrai que la vie politique coûte cher, surtout quand on fait les frais d'une implantation locale, mais il était anormal qu'elle fût absolument automatique. L'amendement Martinez, défendu par votre serviteur à 2 heures du matin en séance, visait à ce que les députés fussent alignés sur le régime des citoyens ordinaires. C'est 10% forfaitaire, comme tous les salariés, comme tous les fonctionnaires, ou alors on déclare aux frais réels, mais aux frais réels, il faut justifier. Je puis vous dire que les débats de ce moment homérique furent un monument de tartufferie exceptionnellement talentueuse. On tenta de m'apitoyer sur le sort de tel député qui avait fini, notre collègue un tel, qui avait fini dans la misère, etc. On affirma que notre proposition était un exemple très classique d'antiparlementarisme qui montrait bien à quel point nous étions des gens infréquentables. Il fut repoussé, mais nous avons vaincu, si j'ose dire, à titre posthume, après la disparition de notre groupe, puisque la proposition fut reprise à un moment où la gauche, empêtrée dans je ne sais plus quel scandale nouveau faisant suite aux affaires Urbain Graco, Sagesse et autres, finit par adopter cette mesure afin un petit peu de se blanchir aux yeux de l'opinion. Un autre combat que nous avons mené le fut, contrairement à ce que la presse a raconté à l'époque, mais il arrive quand même que les journalistes ne m'en veuillent pas, à la presse de dire beaucoup de bêtises, et si une ânerie se trouve dans Le Monde et dans Libération, elle est généralement reprise par beaucoup. On prétendit que l'affaire avait été téléguidée. Je porte témoignage de ce qu'elle était le fruit du hasard. Nous avions seulement décidé, lors d'une séance de nuit destinée à la lutte contre la drogue, qui est un fléau dont on voit bien à quel point il progresse dans la société française aujourd'hui, de faire un effort particulièrement d'assiduité. Oh, notre groupe n'était pas tout à fait au complet, mais disons, nous étions 20, 25, quelque chose comme ça, dans l'hémicycle, et nous nous attendions effectivement à des propositions, un projet de loi gouvernementale que nous avions étudié, qui était passé en commission et qui renforçait la sévérité contre le trafic de drogue et prenait diverses mesures pour lutter contre ce fléau. Il est apparu très rapidement que toutes ces dispositions avaient été in extremis enlevées à la demande de l'entourage de certains élus de gauche qui le trouvaient par trop répressif. Et en lieu et place
de ce texte sur la drogue, nous eûmes la surprise de trouver, c'était après l'affaire Détail, un amendement, un cavalier, par conséquent parfaitement inconstitutionnel, puisque n'ayant aucun rapport avec le texte initial, tendant à réprimer l'apologie des crimes contre l'humanité, que nous n'avions donc jamais eu l'intention de faire, mais qui était très clairement une préfiguration de la loi liberticide, dite loi Guesso. Nous en fûmes indignés. Mais notre indignation franchissait difficilement les murs de l'hémicycle, où ne se trouvait qu'un nombre infime de nos collègues. Le groupe RPR, le plus important, était en tout et pour tout représenté par 2 élus, Madame de Panafieux et Monsieur Toubon. Le groupe socialiste par 2 élus également. Alors le plus important d'opposition, Madame Trautmann et Monsieur Franceschi. Le groupe Assincy par un seul élu, Monsieur Assincy, et le groupe UDF, je crois, par un seul aussi, me semble-t-il, c'était Monsieur Daillet, homme charmant au demeurant. Et tous ces gens-là, au moment des votes, tournaient les clés de leurs collègues d'une façon qui violait non seulement la Constitution que j'ai ici, la Constitution, je ne vous imposerai pas sa lecture, article 27 qui dit que le vote est rigoureusement personnel, la loi organique de 1958 qui prévoit qu'un député ne peut donner qu'une procuration dans des conditions extrêmement difficiles, la procuration doit arriver le plus tôt possible, etc. Bien. Et évidemment le règlement de l'Assemblée. Nous avons donc mené une bataille de sous-amendements, puisqu'on voulait nous parler des crimes contre l'humanité, on allait leur en parler, et nous avons défilé la litanie des crimes du communisme, des crimes commis contre l'Ukraine, déjà à cette époque. Et à chaque fois, évidemment, nous nous heurtions à une fin de non-recevoir. J'écrivais les sous-amendements sur le coin de la table, je les passais j'appelais un huissier et je les passais à un collègue chargé de les défendre. J'abrège. À un moment, je dis, et notamment les crimes commis en Vendée par les révolutionnaires français. Bon. Et je dis à Le Pen, tiens, ça c'est pour toi. Il se lance dans une envolée historique évoquant le général Turreau en 1818 au bras de la duchesse d'Angoulême. Il décrit de façon abominable tout ce qui c'était les massacres de Vendée, les populations, les femmes, les enfants massacrés, les villages brûlés, etc. Et il termine sa péroraison en disant « Et je ne m'étonne pas de voir que le parti de M. Toubon a choisi pour emblème le bonnet phrygien, c'est l'emblème de la section des piques, qui n'a jamais été rouge que du sang des Français. » Et le malheureux Toubon se tassait sur sa chaise. À la fin, le scandale du tournage des clés persistant, Bachelot et moi, qui étions les seuls secrétaires de l'Assemblée, membres du bureau présents, sommes montés à la tribune où le règlement, mes chers collègues, le règlement, il faut lire le règlement, article 62, prévoit que nous ayons notre place et que nous avions qualité pour vérifier le dossier des procurations dont j'exigeais à peine de forfaiture qu'il nous fût communiqué par le secrétaire général, en sachant très bien qu'il n'existait pas plus que le beurre en broche. Eh bien, il en résulta un scandale considérable. Notre ascension au perchoir, qui n'avait pas ému autrement le brave président de séance, le président socialiste Biardon, fut considéré comme un coup d'État. Le journal Libération, que j'avais connu, brûlot-maoïste, et qui était devenu l'arbitre des élégances bourgeoises, enfin bourgeois bohèmes, bien sûr, bon, titra en grosse manchette « Le banc des terroristes ». Mon action personnelle fut comparée par M. Alain Genestard dans l'édition suivante, en une du journal du dimanche, au putsch de Terreiro, à l'incendie du Reichstag et à la nuit des longs couteaux, ce qui, rétrospectivement, me remplit d'une certaine fierté. Eh bien, le seul à avoir pris notre défense dans le quotidien de Paris de la grande époque était un homme que nous ne connaissions pas, qui nous a rejoints par la suite, qui est peut-être parti ailleurs, qui était Jean-Richard Sulzer, professeur de droit à l'université Paris-Dauphine, qui déclara sans embâche que nous avions pour nous le règlement,
la loi organique et la Constitution. Bruno, je te demande de bien vouloir conclure. Je conclus. Nous avons eu, là aussi, gain de cause à titre posthume. Nous avons eu gain de cause à titre posthume, car maintenant, les conditions sont effectives et beaucoup plus sévères, en tout cas, au moins pour les votes finaux. Et les habitudes de cette maison ont changé. Je vous fais grâce, puisque j'aurais dû déjà terminer, des nombreuses propositions de loi très concrètes que nous avons déposées. Je vous fais grâce de toutes les occasions où, reprenant mot à mot le texte de la plateforme RPR-UDF sur lequel avait été élue la majorité chiracienne, nous les contraignions à voter contre le texte de leur propre programme, pour ensuite, dans des tracts, en prendre évidemment l'opinion à témoin. Voilà. Et ce que je voulais dire, je conclus, nous n'avons pas à rougir de ce que nous sommes, ni de ce que nous avons été, ni de ce que nous avons fait. Au contraire, Madame Aurore Berger peut bien reprendre les slogans débiles des casseurs antifa. C'est à ceux qui ont conduit le pays dans la fange où il se trouve d'avoir honte, aux partis qui se sont succédés au pouvoir et qui n'en ont rien fait. Ceux qui, à droite et pas seulement à gauche, avaient toutes les complaisances pour le communisme totalitaire et qui ont le culot de suggérer aujourd'hui que nous serions tributaires de Moscou. Ceux qui ont contribué à la destruction de la famille, à la progression de la bureaucratie qui paralyse, du fiscalisme qui spolie et qui s'étonne de trouver aujourd'hui les Français démoralisés. Ceux qui ont encouragé l'immigration massive et incontrôlée en parlant de chance pour la France et nous traitaient de xénophobes et de racistes parce que nous disions qu'elle constituait un problème. Ceux qui nous accusaient d'exciter des peurs pour attiser des haines, c'est toujours leur logorée. Quand nous constations que la décadence morale et éducative, jointe au laxisme judiciaire, aggravait chaque année l'insécurité qui s'étale sur nos ondes et nos écrans. Mais leur temps est compté. Nous allons les remplacer pour la seule finalité légitime de notre action, sauver la patrie. J'ai pris combien de temps? Beaucoup. Merci beaucoup, Bruno, d'avoir